il y a toujours plusieurs axes pour on va dire, traiter de la thématique cybersécurité. Il y a un axe qui est, on va dire, très gouvernance, gestion de la cybersécurité par le risque. Donc, qui sont en général des présentations assez organisationnelles et assez théoriques. On a un axe qui est beaucoup plus technique, qui va plus verser dans l'outillage à proprement parler. Nous, on a choisi une philosophie un petit peu différente. On a choisi de se ramener finalement à ce qui faisait une sécurité de bon sens. Parce qu'une bonne stratégie de sécurité, en tout cas selon nous, hein, c'est une stratégie qui est contextualisée. Et elle est contextualisée forcément à un secteur, elle est contextualisée à des enjeux, et elle est même contextualisée à un client particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse de sécurité universelle et globale, il y a effectivement une réponse par client. Donc, je vais me présenter déjà. Donc, je suis Adrien Van de Weg, donc je travaille pour CS Group. Je suis un des anciens fondateurs de la société Novibus, qui aujourd'hui est l'entité cybersécurité de CS. Pour ce webinaire, je me suis fait accompagner de deux personnes qui vont se présenter. Mais pour terminer en fait dans la philosophie et les objectifs de ce webinaire, donc au lieu de partir en fait des axes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces fameux axes techniques et organisationnels, on va partir en fait de la base qui est quels sont les enjeux aujourd'hui du monde du transport tel que vous les vivez, et en fonction de ces enjeux, on va justement discuter contexte et discuter cybersécurité. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de prendre un angle qui est un angle métier. D'accord ? Donc là, parmi les connectés, il y a effectivement des gens du métier, des gens du monde organisationnel sécurité, mais aussi des gens qui doivent traiter après techniquement ces sujets-là en mettant en place des contre-mesures. On va essayer en fait de parler à tous ces gens-là. Et pour parler à tous ces gens-là, encore une fois, rien de mieux que de se ramener à ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire vos enjeux métiers. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est faire discuter des experts. Et là, pour avoir cette dualité, j'ai convié deux experts, donc Yves Brochet, qui a toujours sa caméra et qui a mis la cravate aujourd'hui. Merci Yves. Yves, si tu peux te présenter juste 10 secondes, s'il te plaît. Oui, donc Yves Brochet, chez CS Group, je suis directeur de l'activité système d'information transport, et puis avec quelques dizaines d'années dans les projets ferroviaires et transports publics. Voilà, donc vous l'avez compris, Yves va nous apporter, finalement, va faire un peu votre avocat client pour nous apporter un petit peu, lui, les enjeux qu'il voit aujourd'hui. Et Thomas, qui est de l'autre côté, qui lui aussi, alors je sais pas, je vois pas s'il a mis la cravate, mais il a mis le badge CS, c'est très bien. J'ai pas mis de cravate aujourd'hui, désolé. Il n'a pas mis de cravate aujourd'hui. Donc Thomas qui va représenter justement cette expertise cyber, puisqu'il travaille depuis au moins 15 ans sur ces secteurs-là. Thomas, si tu peux te présenter. On n'avait dit pas les années. On n'avait dit pas les années. Mais effectivement, depuis un certain temps, dans la cyber, et je m'occupe effectivement de la partie cyber pour le CS Group également. Voilà. Donc j'essaierai de faire un petit retour d'expérience sur d'échanger. Hein. L'idée, c'est qu'on échange et qu'on puisse avoir quelque chose d'assez interactif, quoi. Je laisse Adrien piloter. Ouais, alors c'est exactement l'objectif. Alors, au départ, on s'était même pris le challenge de vous faire lancer vos propres enjeux, justement, et pour qu'on puisse en discuter. On a fait une liste d'un certain nombre d'enjeux. Vraiment, sentez-vous libre d'interrompre ou de rajouter certaines problématiques sur la table. Alors, on n'a qu'une heure, certes, mais on peut traiter un certain nombre de choses. Après, s'il faut aller plus loin, on pourra aussi se revoir. Mais je dirais qu'on a pris les 4-5 enjeux actuels qui font que lorsqu'on va voir effectivement du client du transport, ceux qui arrivent le plus régulièrement finalement sur la table. Alors, peut-être pour introduire le monde de la sécurité dans vos métiers, je prendrai un axe qui est plus général. Donc aujourd'hui, vous n'échappez pas, et ça c'est un point commun avec tous les secteurs, vous n'échappez pas finalement entre cette espèce de destruction de la frontière qui a pu y avoir pendant de nombreuses années entre l'IT, on va dire plutôt bureautique et service à l'utilisateur, et la partie plus OT, IoT ou métier, en fait,
qui finalement avant n'était même pas de l'IoT ou de l'AOT, puisque justement rien n'était connecté, où on avait finalement un milieu industriel très fermé, qui n'avait pas forcément de contact vers l'extérieur, et donc qui était finalement assez facile par design à sécuriser, puisque on n'avait pas ces problématiques de partenaires qui venaient se connecter, d'objets à connecter, etc. Donc, bon, ça, je pense qu'effectivement, vous avez compris que cette frontière-là, elle a volé en éclats. Vous suivez évidemment l'activité, vous voyez qu'aucun secteur n'est épargné par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, finalement, les menaces, elles viennent des points d'entrée les plus simples pour pouvoir finalement pénétrer un réseau quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire comme l'adolescent polonais là, en 2008 qui avait pris la main sur un poste d'aiguillage, je ne vais pas m'attaquer aux défenses ou à la partie la plus sécurisée de l'entreprise. Je vais chercher finalement quelles sont les parties qui sont les moins sécurisées, parce que vous avez tous des partenaires, parce que vous avez dû ouvrir des portes, parce que ces gens-là sont peut-être moins équipés que vous ne l'êtes. Ou alors, je vais chercher le bon vieil utilisateur, qui est quand même la personne la plus facile à duper, et donc je vais pouvoir rentrer. Donc, bon, des exemples, on va dire, hein, notamment de menaces qui rentrent par le réseau bureautique et qui vont ensuite infecter le réseau métier, il y en a plein. Vous avez dû entendre parler du ransomware il n'y a pas très longtemps sur le métro de San Francisco qui s'en est pris au système de billettique ensuite et qui a obligé à rendre les transports gratuits pendant quelques jours. Vous avez dû entendre parler des problèmes d'exposition de données un peu partout. Il y en a eu il n'y a pas très longtemps à Toronto, ou alors on peut parler aussi du défaçage des écrans sur l'information voyageur. Bon, enfin, toutes ces menaces-là, elles sont réelles et elles existent dans votre métier. Bon, alors, quoi qu'il arrive, vous y êtes sensibilisé. Quoi qu'il arrive, et ça on le sait, de toute façon, ces menaces-là, quelles que soient les contre-mesures que vous mettrez en place, vous serez touché. Et donc, je dirais que, notamment, techniquement parlant, encore une fois, pour avoir une sécurité permanente et pour parler aux gens chez vous qui mettent en place ces contre-mesures, on a assisté en fait à une espèce de course à l'armement ces derniers temps, avec un effet de mode en plus qui est poussé par des éditeurs du marché, qu'ils soient américains ou autres, et qui vous pousse à toujours aller plus loin dans la manière de vous outiller, en vous disant si tu as ça, ça et ça, tu seras effectivement bien défendu. Bon, sauf que, comme je vous l'ai dit, la bonne stratégie sécurité, c'est une stratégie qui part du risque que vous voulez traiter et qui déjà démarre par le fait que pour pouvoir faire une bonne sécurité, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut savoir où sont les parties vitales de son SI. Il faut savoir classifier ses données. Et une fois qu'on a fait ça, là, on peut commencer effectivement à bâtir une stratégie. Bon, alors, je vais donner la parole à Yves pour lui poser une question simple. Donc, la plupart des opérateurs publics ont aujourd'hui finalement hérité de statuts type OIV ou SE. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que finalement ce problème d'identification il est derrière nous? Est-ce qu'ils ont été du coup suffisamment accompagnés pour en tout cas avoir cette première étape de fait, Yves? Voilà, oui, donc bonjour. Donc, la cybersécurité dans le domaine du transport, c'est pas une découverte, puisque les systèmes ferroviaires en particulier de contrôle commande, c'est des systèmes sûrs, donc avec des contraintes, la vie des personnes est en jeu. Bon, à l'époque, il n'y a pas si longtemps encore, un poste d'aiguillage, il n'y avait aucun fil qui sortait, ou juste les réseaux de terrain, donc effectivement, ça minimisait les risques, ou alors on enlevait les lecteurs des PC. Bon, donc il y avait déjà cette sensibilité, mais bon, ça c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, on est obligé d'être connecté. Et d'autre part, avec la loi de programmation militaire et le statut d'OIV de la plupart des grands réseaux, aujourd'hui, les contraintes, nous on le voit à travers les cahiers des charges auxquels on répond, enfin les contraintes auxquelles on doit répondre, le suivi qui doit être fait, les audits qu'on doit faire sont de plus en plus conséquents et importants. Donc, tous les systèmes d'importance vitale aujourd'hui doivent faire l'objet d'une protection renforcée. Voilà. Alors néanmoins, en interrogeant, j'ai discuté avec certains d'entre vous. Suivant la taille des équipes, donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce sujet
ce sujet faut rendre des comptes au titre de la loi de programmation militaire. Donc, il faut déjà définir son périmètre d'importance vitale. C'est pas toujours facile. Si pour un PCC métro, ça paraît évident, des systèmes comme les systèmes d'information voyageurs, des fois, ça permet de faire évacuer les stations. Donc, dans ce cas-là, ça devient d'importance vitale ou ça ne l'est pas. Donc, toujours, il faut définir ce périmètre. Il faut faire un audit, faire son plan d'action, prioriser les actions. Et puis, certains m'ont dit aussi, il faut convaincre la hiérarchie de l'importance de tout ça et de dégager les budgets qui vont avec. Donc, c'est à la fois ancien et avec les contraintes de la LPM, c'est compliqué pour certains et il y a beaucoup de choses à faire et à prioriser. D'accord. Donc du coup, si je résume, ça apparaît comme étant finalement à la base quelque chose qui a été mis en place pour aider à sensibiliser, et ça se retrouve être une épine dans le pied. Thomas, est-ce qu'on a des conseils ou des bonnes questions à gérer pour justement les gens qui ont hérité de ces statuts ou en tout cas qui sont visés par ces réglementations qui sont quand même, qui peuvent être quand même pour certains lourdes de sens en termes d'architecture et d'exploitation? Enfin, je pense qu'il faut d'abord revenir à pourquoi la LPM, parce que la LPM, effectivement, on la voit par le bout contrainte parce que tout le monde est obligé d'avancer avec les textes aujourd'hui. La LPM, elle a d'abord été mise en place dans une démarche politique. Hein. C'est venu d'un constat, je rappelle quand même la réalité des faits, c'est venu d'un constat qui était que, enfin qui est toujours d'ailleurs, hein, que les agressions cyber, les agressions informatiques étaient quand même de plus en plus prégnantes et de plus en plus importantes et avec de plus en plus d'impact potentiel. Et donc, il a été décidé dans une démarche politique, hein, de faire monter le niveau de sécurité d'ensemble d'acteurs et dont les opérateurs du transport. D'ailleurs, les opérateurs du transport, vous représentez en nombre une partie non négligeable des OIV, hein, parce qu'effectivement, vous devez avoir représenté peut-être une cinquantaine sur les 250. Aujourd'hui, c'est une réalité effectivement qu'il y a des agressions. Alors ces agressions-là, le problème c'est qu'elles sont compliquées à attribuer, elles sont compliquées à traiter. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si c'est juste quelqu'un pour se faire plaisir, si c'est quelqu'un pour des questions d'argent, si c'est un État, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui ont, enfin des États qui ont prédisposer des choses dans le cadre de futures attaques, etc., etc. Donc la LPM, elle vient pour cadrer ça. Donc ce que veut l'État, et c'est ça ce qui est derrière la LPM, elle veut que ces opérateurs-là, ces OIV, ces OSE, montent en niveau de sécurité. Et c'est surtout ça qui est important, c'est la démarche de maîtriser ces risques. Adrien le disait, il n'y a qu'une seule méthode pour bien gérer la sécurité, c'est par les risques. C'est pas aligner les boîtes, c'est pas aligner les outils, c'est gérer ces risques. Et donc, mettre en place cette démarche de gestion de risque qui va donner petit à petit, en fait, une trajectoire pour monter en niveau de sécurité. Et c'est uniquement ça que souhaite aujourd'hui l'État, hein, sur cette LPM-là. Et même l'ANIS, d'ailleurs, hein, l'ANIS qui est le pendant européen. On est très très fort en cyber, et en plus en France, pour écrire des textes, hein, et des normes, des réglementations. On aime bien en cyber les réglementations. Donc on a un petit peu écrit ça, couché ça sur une loi de programmation militaire, la partie cyber de la loi de programmation militaire de 2008. Mais c'est pas nouveau. Et quand vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans la LPM, il y a pas de révolution, hein. On parle toujours des mêmes choses depuis les années 70 en sécurité. Alors avant, ça s'appelait pas cyber, mais ça s'appelait la sécurité des systèmes d'information. Et cette démarche de gestion de risque et d'amélioration continue, on la retrouve dans la LPM. Alors ça a été cadré pour que ce soit plus digeste et peut-être avec un step intellectuel de moins, en une vingtaine de règles pour la LPM, de mémoire et 23 pour la NIS, mais globalement, ça recouvre toute l'activité, le cycle de vie de la sécurité, de l'ingénierie SSI, sur des systèmes qui doivent être protégés. Ça va, voilà, de la gestion de risque, les différents plans d'action, les mesures d'ingénierie SSI de build, les mesures de run, de maintien en condition de sécurité, de surveillance de sécurité, et puis de mise à jour après globalement de maintien en condition de sécurité. Donc, il faut surtout comprendre l'esprit de la loi. Une fois qu'on a compris cet esprit de la loi, moi, je pense qu'après, la démarche, elle vient naturellement. Alors justement, en termes de démarche, Yves, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu des changements d'architecture significatifs
entre l'avant, on va dire, réglementation et l'après. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que, justement, j'en sais rien, un poste d'aiguillage dans son urbanisation, dans sa sécurité, dans son architecture, est perméable à une attaque venant d'un réseau bureautique, par exemple? Alors, perméable, c'est vous, c'est un peu c'est vous qui allez nous le dire. Aujourd'hui, enfin, historiquement, les postes d'aiguillage, les systèmes ferroviaires, il y avait plusieurs, il y a plusieurs niveaux de réseau. Il y a le réseau de terrain qui ne communique pas avec le réseau, fait les trois niveaux qui ne communiquent pas entre eux. Donc ça, c'est les architectures qui existent depuis longtemps. Et bon, donc ce cloisonnement apporte un certain niveau de sécurité. Et puis le réseau qui va avoir accès à la bureautique, c'est le dernier niveau, là où il y aura les postes opérateurs. Et puis dans les évolutions aujourd'hui, c'est que de plus en plus, la signalisation ferroviaire, c'est des systèmes à base de radio. Donc ce qui avant, c'était des balises et des capteurs sur la voie, c'est remplacé par des systèmes de type ERTMS, où c'est basé sur de la radio. Bon, donc là, c'est le réseau de terrain qui a évolué. D'accord, ok. Donc si Je tenais évoquer aussi parmi nos clients, on parle de la LPM au niveau français, il y a aussi des clients étrangers qui se sont connectés à nous. D'accord, ok. Donc effectivement, qui ont certainement eux aussi leur propre réglementation, voire leur propre organisme type ANSSI derrière, j'imagine. Alors là, pour revenir donc à cette notion architecturelle, idéalement, c'est quoi les bonnes questions à se poser aujourd'hui par rapport à ce réseau SIV ou Vital, Thomas, en termes vraiment techniques et architecturels? Oui, alors on va essayer de pas faire du deep dive, sinon 1 heure, ça suffira pas. Juste pour répondre effectivement au niveau européen, hein, l'équivalent de la LPM, c'est l'ANIS, effectivement, et tous les opérateurs. Donc il y a en France quelques opérateurs et en Europe également des opérateurs, donc ce qui s'appelle des opérateurs de services essentiels, mais c'est la même chose. La NIS V2 a été passée, effectivement, a été votée en décembre 2000, enfin il y a 1 an, 2020, et donc c'est l'équivalent. Aujourd'hui, il ne faut pas se poser de questions en termes de différenciation, de réglementation. Il y a vraiment une volonté politique d'homogénéisation sur la partie réglementaire et la partie niveau de sécurité. Europe as one team, quoi. C'est ça l'idée. Alors juste, bon, pour revenir, excuse-moi, j'ai digressé, mais pour revenir du coup, il faut que tu me cadres, Adrien. Pour revenir sur les bonnes pratiques, je dirais un peu techniques, il y a énormément d'outillages aujourd'hui qui sont disponibles pour respecter les différentes règles. Je vais redire quand même, et ça va être mon fil rouge, hein, c'est la bonne pratique, hein, c'est la gestion de risque, hein, et c'est ça qui va nous donner après les mécanismes de sécurité qu'il va falloir mettre en place. Ça ne sert à rien de faire de la sécurité pour la sécurité, ça ne sert à rien de faire de la sursécurité. La sécurité pour la conformité, l'intérêt est limité, si on applique ça, je dirais un peu bêtement. Donc c'est avant tout la gestion de risque. Et après derrière, il va découler des mécanismes de sécurité. Donc notamment, le plus ancien et le plus utilisé, c'est la segmentation réseau, par création de zones de confiance, par création de défense en profondeur, de zones démilitarisées, etc., sur les différentes couches OSI. Donc il y a pas mal d'outils aujourd'hui sur le marché. Ce que la LPM va introduire en plus par rapport aux outils sur le marché, ça va être les notions de passerelle interniveau et de passerelle interdomaine de sécurité. Où ça, c'est quand même une compétence assez particulière puisque ça va être des passerelles qui vont être métiers, hein, globalement, chacun a un métier différent et donc qui vont devoir être plus ou moins faites à façon par client, même par métier client, par sous-branche cliente, pour pouvoir passer des informations de l'une à l'autre. Donc ça, c'est un savoir-faire assez particulier qui va être, je pense, dans les années à venir, avoir le vent en poupe sur les différents mécanismes de filtrage métiers et passerelles interniveaux.
j'en profite pour faire un peu de pub, vous m'excuserez, effectivement, nous, on a effectivement réfléchi à ce domaine-là depuis quelques années, depuis 2006-2007, et on a créé effectivement des modèles qui vont permettre, des modèles de système d'exploitation qui vont permettre de générer des passerelles à façon pour les clients. Quelque chose qui s'appelle Sedux, donc si vous voulez aller voir sur Internet ou si vous voulez qu'on en parle plus amont, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une problématique. Et après, l'autre problématique dont tout le monde parle, ça va être tout ce qui est contrôle d'accès. Alors, le buzzword autour de ça, peut-être vous en avez entendu parler, c'est le Zero Trust Network. Hein, donc, c'est globalement passer d'un modèle, si je caricature, passer d'un modèle château fort à un modèle aéroport, pour pouvoir en fait ne pas avoir confiance dans le réseau et faire du point-à-point, du multi-point-à-point dans les différents systèmes. Ça va passer effectivement par une gestion fine de vos assets. Ça va passer par des mécanismes de crypto qui vont permettre de sécuriser en confidentialité, en intégrité, les différents flux entre les différents assets. Les différents assets, ça peut être effectivement un poste d'aiguillage, ça peut être un poste de contrôleur, ça peut être le poste IT classique de la société, le poste usuel. Et tout ça va nous permettre effectivement, ce type de mécanisme-là va nous permettre de faire passer des informations de manière contrôlée. Encore une fois, la ségrégation pure et dure, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est un peu dépassé. Aujourd'hui, tout communique avec tout, ça va être de plus en plus vrai. Donc, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir retourner à un modèle enclavé, du moins dans le domaine du transport. Il y a certains domaines qui vont être enclavés, je vous rassure, mais dans le domaine du transport, avec les nouvelles mobilités, etc., je pense qu'on on va arriver sur quelque chose qui va exploser, qui explose déjà, d'ailleurs, au niveau de la connectivité. Alors, juste parce qu'effectivement, après, sinon, voilà, de toute façon, alors, et comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas trop détailler en 1 heure cette partie-là, mais bien évidemment, on pourra reparler de ça. Il y a un point quand même qui ressort des entretiens que l'on a avec nos clients transport et notamment avec Yves, c'est que sur ce SIV, donc OK, il y a ces notions de cloisonnement, mais on parle rarement en fait de la partie administration. Et souvent, les clients sont un peu livrés à eux-mêmes sur la partie administration de ces SIV. Qu'est-ce qu'il faut faire, sachant qu'on se rend compte que finalement, mettre un poste administrateur, c'est pas si compliqué que ça, mais par contre, le maintien en conditions de sécurité avec on va dire la réglementation forte qui est demandée à côté, est souvent une épine dans le pied de nos clients. Comment on gère ça, Thomas? C'est un vrai savoir-faire là pour le coup. Enfin, le métier d'opérateur de transport, c'est pas le métier de la cyber. Hein. Et donc ça, c'est vraiment un pur métier cyber de maintenir des systèmes d'administration, des systèmes d'administration, des postes d'administration. Et en plus, c'est vraiment un domaine qui est en général un petit peu négligé parce que on se concentre, et c'est naturel, j'ose dire, on se concentre sur le système d'information en tant que tel, le métier. Donc c'est le but primaire du système, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et l'administration, c'est une espèce de verrue à côté. Donc la LPM et l'ANIS mettent l'accent dessus, et ils ont raison, puisque quand on compromet un système d'administration, globalement, vous avez perdu. Hein. Dans le domaine, on appelle ça, par exemple, quand on compromet un AD, on appelle ça le golden ticket. Donc là, c'est que là, il n'y a plus rien à faire. Il faut reconstruire un système à côté, vous avez perdu. Donc le système d'administration, c'est quelque chose de peu visible, mais de très, très impactant, puisque les administrateurs, par définition, ont des droits étendus, voire même des droits d'administrateurs globaux. Donc c'est assez impactant. Donc il y a quelques exigences spécifiques sur la LPM qui disent que effectivement le SIA le système d'information d'administration doit être strictement isolé, doit avoir un cycle de maintien en conditions de sécurité différencié, etc., etc. La vraie vie, c'est que les systèmes, généralement, ils existent déjà, que l'administration a été prise en compte plus ou moins dans les systèmes historiques, voilà, des années peut-être 90, 2000, 2010. On a des clients qui maintiennent encore des trucs des années 70, hein, donc voilà, ça arrive. Donc l'idée là, c'est de segmenter correctement pour pouvoir faire son travail d'administrateur correctement et donc maintenir en position de sécurité, et c'est ça l'objectif, le système SIIV. Mais tout en créant effectivement des barrières avec certaines technos qui vont permettre de contrôler, parce que là l'objectif ça va être de contrôler le flux d'informations. On va parler de quoi? On va parler de bastions d'administration, on va parler de VDI, on va parler de postes administrateurs dédiés,
voire même de postes administrateurs bidomaine, c'est-à-dire qu'avec avec une partie usuelle et puis une partie administrateur. Donc c'est des choses, ça c'est un vrai métier aussi, hein, c'est tous les clients, notre retour d'expérience, c'est que tous les clients qui ont voulu s'y atteler eux-mêmes, ça a été relativement douloureux. Pour eux, voilà, c'est l'équipe qui se consacre à ce type d'activité chez nous, hein, c'est quand même une vingtaine de personnes plein pot, hein, qui fait que ça, hein, pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est des choses quand même assez ardues, et l'ANSSI va quand même regarder de très, très près, le SIA, parce que c'est effectivement là où vont être les administrateurs et donc les droits étendus d'administrateurs. C'est assez impactant, voilà. Bon, donc OK, donc je Donc pense là, j'ai qu'effectivement, alors il faut évidemment étendre toutes ces bonnes recettes, hein, sur l'ensemble de votre SI d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup, du SIV, on parle beaucoup des parties un peu vitales de l'entreprise. Bien évidemment, cette combinaison, finalement, classification des données, urbanisation par la segmentation, le cloisonnement, la mise en place de zones de confiance et ensuite la gestion des flux intra-bulles de confiance et inter-bulles de confiance, et évidemment la notion d'habilitation, et donc c'est une notion que vous connaissez bien, mais finalement l'aiguillage des utilisateurs vers telle ou telle capacité à aller vers les bulles ou à prendre tel droit, en fait c'est la clé quelque part d'une maîtrise de la sécurité d'un point de vue architecturel. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réussi à atteindre cette capacité effectivement à découper le SI et à savoir exactement ce qui transite dans différentes bulles, vous allez limiter votre risque et votre surface d'exposition à finalement dans les attaques la partie qui consiste en fait à aller d'un point à un autre du réseau et donc de partir, je ne sais pas, de la bureautique et de la messagerie d'un utilisateur qui n'a rien à voir avec le SMIC pour atteindre un poste d'aiguillage. c'est Donc ça. ça, c'est fondamental. Une fois que vous aurez ça, vous saurez mieux détecter parce que vous connaîtrez parfaitement votre SI. Et une fois que vous saurez détecter, vous pourrez même aller automatiser les détections. Donc si vous avez mis en place certains types de SOC aujourd'hui, vous avez des technos qui vous permettent d'automatiser certaines choses et donc d'améliorer votre capacité à répondre à des incidents de sécurité. Parce qu'on ne va pas se le cacher, je vous l'ai dit en introduction, vous ne pourrez pas empêcher des attaques informatiques, c'est évident. Par contre, en réagissant vite et en connaissant mieux, vous serez capable plus vite de limiter le risque et les conséquences de ces attaques informatiques. Donc clairement, voilà, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est que dans cette démarche, ne vous trompez pas de démarche, n'allez pas trop vite vers l'outillage, prenez les choses effectivement dans l'ordre. Évidemment, on peut vous accompagner sur cette manière de faire. Alors par contre, on parle finalement de bunkeriser certaines parties du SI, hein, d'une certaine manière. Là où finalement la tendance du métier, c'est quand même de s'ouvrir énormément sur l'extérieur. Enfin, j'imagine, Yves, que demain, enfin, on le voit notamment sur la billettique, j'imagine que rares sont les utilisateurs qui iront chercher leur billet papier au guichet, quoi. Alors oui, effectivement. Il n'y a pas que les systèmes de contrôle-commande des véhicules. La billettique, par exemple, ou l'information voyageur, ce sont des domaines aujourd'hui qui évoluent et qui s'ouvrent beaucoup vers l'extérieur. Bon, les technologies évoluent plus vite dans ces domaines-là parce que ça ne contribue pas à la sécurité des véhicules, donc ça permet d'aller plus vite. Ça ne met pas en péril la vie des voyageurs. Bon, c'est embêtant si on peut plus faire payer les voyageurs, mais leur vie n'est pas en jeu. Donc, par exemple, la billettique sans contact est apparue il y a une bonne vingtaine d'années. Les paiements par le téléphone NFC plus récemment. Maintenant, l'open payment, c'est-à-dire que les clients vont payer avec c'est la carte bleue qui va servir de titre de transport et vous serez débité a posteriori. Donc voilà, tout ça, c'est des ouvertures. Le système billettique, qui est connecté bien sûr au reste du SI, s'ouvre de plus en plus. Pour l'information voyageur, c'est pareil. Aujourd'hui, on parle beaucoup du MAS. Le MAS, c'est fournir un service de mobilité sans couture aux voyageurs. C'est-à-dire que le voyageur, depuis son application mobile ou une application mobile MAS ou Internet, va pouvoir voir l'ensemble d'une offre de transport de plusieurs opérateurs, combiner cette offre de transport, acheter un ticket qui va lui permettre d'aller de bout en bout à travers plusieurs opérateurs
sans couture, comme on dit. Donc, voilà, tout ça, il faut qu'on constitue des plateformes qui fédèrent les données de plusieurs opérateurs, qui les agrègent, qui échangent des données biétiques. Donc là, l'interopérabilité, la communication, l'ouverture est de mise, et ça crée ça doit poser des problèmes, et il faut gérer tout ça. D'accord. Donc, alors, le concept du MAS est particulièrement intéressant d'une certaine manière. Alors, je vais faire l'analogie, on va dire, avec deux autres secteurs qui sont beaucoup transformés ces dernières années. Et finalement, un peu sur les mêmes principes qui sont le secteur des opérateurs, les secteurs bancaires. Par exemple, prendre l'exemple du secteur bancaire, où vous savez qu'effectivement, les grandes banques ont vu arriver tout un tas, on va dire, de fintech ou de partenaires technologiques qui se sont pointés avec un certain nombre d'innovations. Et ces gens-là sont vite venus concurrencer certaines banques sur leur métier historique. Alors, quelle a été la première réaction finalement de ces gens-là? Et c'est pareil sur les opérateurs avec les opérateurs alternatifs, ça a été d'essayer de tuer la concurrence, donc de prendre, eux, à leur charge ces innovations-là et de les faire en interne. Sauf qu'évidemment, on ne devient pas une start-up facilement, on ne peut pas avoir l'agilité effectivement de ces gens-là en claquant des doigts. Et donc, on se rend compte que finalement, les opérateurs et le bancaire, avant finalement le monde du transport, et j'imagine que le transport va aller vers ça, se sont dit, nous on est les gros, on va porter des réglementations que ces startups ne peuvent pas porter, on va leur apporter une certaine puissance de calcul, alors que ce soit un réseau global pour l'opérateur, ou que ce soit finalement de la puissance de calcul mainframe, par exemple, pour une banque. Et donc, la stratégie qui a été employée ces dernières années par ces secteurs-là, c'est d'apaiser et de créer, on va dire, des entrées sur le RSI pour que les fintechs ou ces startups ou ces partenaires viennent consommer du service chez eux. Et donc, finalement, ça marche très bien dans ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la fintech n'est plus un concurrent, que c'est plutôt un partenaire. Là, dans le monde du transport, avec le MAS, on est un peu dans la même analogie. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'apaiser, de laisser de l'accès à de la donnée, de s'ouvrir de plus en plus pour que les partenaires qui ont des bonnes idées pour apporter cette mobilité puissent venir chercher le métier historique de l'opérateur de transport. Donc, si effectivement on est dans cette analogie, ça veut dire que ça va encore plus s'ouvrir, Thomas. Comment on gère, on va dire, cette capacité à proposer des API dans son SI pour que les gens viennent les consommer? Ouais, enfin, oui, c'est une très très bonne question, effectivement, Je parce ne que pose que des bonnes questions. Je sais oui, pas c'est si... vrai. Pour l'instant, ça va, tu t'en sors bien. Non, c'est une bonne question parce que de manière générale, le paysage va définitivement effectivement changer. Il va y avoir de nouveaux opérateurs, l'équivalent des fintech, effectivement. Il va surtout, je dirais, s'agir d'intégrer les nouvelles technologies des citoyens, des utilisateurs, directement dans le SI de l'entreprise. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on n'a pas le même niveau de confiance dans ça. Qui va devenir le nouveau ticket, le nouveau type de transport, peut-être même multi-entreprise, multi-transport, vraiment sans couture, seamless, comme le disait Yves. On ne va pas l'intégrer comme si on intégrait des systèmes qui sont contrôlés par l'opérateur, par l'entreprise, comme des PCC ou des postes d'aiguillage. Donc c'est ça la difficulté, c'est quel niveau de confiance on va pouvoir garder dans ce dernier rebond là, vers le téléphone portable, par exemple. C'est un petit peu l'équivalent du dernier kilomètre pour le domaine de la logistique, quoi. Alors, autant la carte, tout à l'heure, Yves parlait de l'open payment, c'est un petit peu différent parce que sur l'open payment, on est basé sur une carte bancaire. Carte bancaire, c'est un secure element, c'est un élément de sécurité qui est déjà avec un niveau de confiance, un niveau d'assurance de sécurité qui est quand même très élevé. On parle de critères communs AL5, donc c'est des choses. Je vous ai dit qu'on aimait bien les normes, d'ailleurs, en cyber ou pas? Parce qu'effectivement, voilà, EAL5, critères communs, c'est une norme internationale sur les niveaux d'assurance de sécurité. 5, c'est relativement sûr. Autant, du coup, sur l'open payment, on a bien l'accès au secure element à la carte à puce. Autant sur le téléphone, c'est tellement hétérogène aujourd'hui que c'est très compliqué d'avoir un secure element pour baser et construire sa sécurité ou prolonger la sécurité du SI de l'entreprise.
Donc l'idée là, ça va être effectivement de savoir comment est-ce qu'on accède au Secure Element et quels risques, encore une fois la gestion des risques, quels risques on veut prendre, quels risques on souhaite prendre dans le niveau de confiance qu'on aura dans le ticket de transport. Donc là, ça va rejoindre des problématiques de gestion de fraude, par exemple. Est-ce qu'on accepte de perdre, je sais pas, 2% des tickets, 5% des tickets, parce qu'il y a des petits malins qui vont frauder. Et l'idée, ça va être de rendre la fraude suffisamment difficile pour que ça puisse être rentable derrière les mécanismes de sécurité qu'on va mettre en place, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit dans l'open payment ou dans le téléphone portable pour le MAS, c'est ce que ce Secure Element, on va tourner autour des problématiques de cryptographie. Alors, c'est le cœur un petit peu de la sécurité aujourd'hui, et le seul moyen qu'on ait trouvé qui soit prouvable, c'est la cryptographie, c'est le chiffre. Et donc cette cryptographie-là, on va pouvoir effectivement utiliser dans le téléphone certaines API, donc on va devoir faire confiance au constructeur du téléphone, par exemple. Il y en a aussi qui pensent qu'on va pouvoir se baser sur le Secure Element de la carte à puce de l'opérateur. Mais ça signifiera effectivement que les opérateurs téléphoniques, pardon. Et donc, ça signifiera effectivement qu'on va devoir faire confiance ou des partenariats avec les différents opérateurs, etc. Donc, ce monde-là, il est encore en construction pour moi au niveau de la sécurité, en tout cas. Au niveau des usages, je pense que tout le monde y a pensé. Il y a plein de startups sur le sujet. Au niveau de la sécurité, il va y avoir des choses à faire pour sécuriser les canaux entre les différentes applications qu'on va consommer soit directement sur le téléphone, soit en SaaS, hein, sur Internet, sur le cloud, qui vont être donc des services, des microservices qui vont être conteneurisés pour donner une donnée ou une donnée transformée contre un paiement, par exemple, ou contre un contrat de service à une entreprise partenaire ou à à un utilisateur de l'opérateur de transport ou à un règlement, ou quelqu'un de la réglementation aussi, à l'État pour vérifier, etc., etc. Donc on va arriver sur quelque chose qui va être en fait data-centric, si j'ose dire, pour utiliser un néologisme, où en fait ça va être la donnée en transport et la donnée à reste qu'on va vouloir sécuriser, où qu'elle soit en fait, qu'elle soit dans des environnements qui soient maîtrisés, c'est-à-dire chez vous, ou des environnements qui soient externes et maîtrisés, des partenaires, voilà, ou des environnements qui ne sont pas maîtrisés. Par exemple, le téléphone portable. C'est compliqué de maîtriser un téléphone portable d'un citoyen. Et donc la crypto va être vraiment au cœur des enjeux. Donc là, il va falloir réfléchir effectivement, alors que ce soit vous directement avec de la crypto à façon ou avec des équipementiers qui vont intégrer directement de la crypto ou du chiffre dedans pour gérer un petit peu cette data en utilisation, data at use ou data en stockage, data at rest en fait. Voilà. Et donc ça va tourner autour de ces problématiques-là dans le futur, effectivement. Ok. Ok, très bien. Yves, tout à l'heure, tu nous parlais de ces fameux réseaux qui sont plutôt censés être ultra sécurisés, puisque réseau veut dire radio, entre guillemets. Donc on connaît notamment, on entend parler du réseau Tetra ou de ce genre on va dire de réseau. Là, on rentre dans une certaine révolution aussi technologique sur cette partie-là, puisque a priori, on va certainement partir vers des réseaux qui sont un peu plus dédiés, mais peut-être aussi plus mutualisés, type LTE. Qu'est-ce que c'est, enfin, vers quoi va l'histoire là-dessus, Yves? Oui, alors, donc effectivement, alors le réseau radio et en particulier pour les réseaux de surface, donc bus et tramway, c'est un élément indispensable parce qu'on lâche pas des bus sans lien radio. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions de régulation pour délivrer le service. Donc le réseau radio est un élément qui est indispensable et qui doit être disponible 24/24. Et donc aujourd'hui, la plupart des réseaux, c'est des technos issus de la PMR, de la radio privée, donc et beaucoup de réseaux Tetra. Ces réseaux ne sont pas maintenus à l'horizon de 2040 à peu près. Donc c'est une transition qui est annoncée, mais c'est déjà dans la roadmap. Donc le LTE arrive. Il y a déjà des expérimentations d'époque dans certains réseaux et les plans de migration chez les opérateurs qui ont beaucoup de véhicules. La roadmap est prête pour 2030, 2035. Bon, ça recule
d'un an de temps en temps, mais voilà, c'est l'horizon. Et donc, on va passer sur des technos 4G, 5G, 6G. Et puis, ça ne sera pas d'un coup, puisqu'il y aura peut-être on va commencer par des données à gros volume et moins sécuritaires sur ces réseaux-là, et puis progressivement tout y bascule. Et c'est un peu comme pour les services de secours, c'est la même problématique que les services de secours, le réseau est indispensable. Et puis il y aura des opérateurs de taille des grandes villes, mais qui ne vont pas se payer le réseau LTE pour eux tout seuls. Et à ce moment-là, il va y avoir une mutualisation des réseaux, donc avec une problématique supplémentaire et toujours le besoin d'une grande disponibilité de ce réseau. Il n'est pas question qu'il soit absent ou perturbé quand il y a des grèves, des perturbations, des crises de toute nature que ce soit. Donc oui, il faut gérer ceci aussi. D'accord, donc ça fait un peu penser à certains grands réseaux dédiés qu'on a perdu et qui étaient bien pratiques d'une certaine manière pour s'assurer qu'on était complètement enclavé. Je pense par exemple à UX25 ou ce genre de choses. Thomas, d'un point de vue sécuritaire, si on se projette, alors là, effectivement, ça se fait se projeter en 2030-2035, ça paraît loin, mais ça peut quand même arriver vite. Qu'est-ce qu'il faut préparer d'un point de vue sécurité? Est-ce que c'est les mêmes enjeux finalement que du passage de l'X25 à l'IP, quoi? Il y a un peu de ça quand même, effectivement. Enfin, de manière générale, les évolutions de médium, alors dans la banque, effectivement, passer du X25, X28 à IP. Quand on a fait le réseau de services aux banques pour la STED, qu'on a migré du coup du X28 à IP, effectivement, on en a profité de ce changement de médium pour augmenter le niveau de sécurité et le maîtriser. L'isolation reste un mécanisme de défense en profondeur, mais ça ne doit pas être le seul. Le fait de passer sur des choses type IP, donc des réseaux type 4-5G, là, du LTE et de la VoIP, etc. Ça va, alors je ne parle pas du côté sûreté, je parle du côté cyber, pour le coup. Ça va ça va permettre d'implémenter de nouveaux mécanismes de sécurité qui vont permettre peut-être de mutualiser des réseaux, mais en gardant de la confidentialité entre les différents réseaux, qui vont nous permettre de communiquer entre les différentes PMR, par exemple, je sais pas, entre les pompiers, les opérateurs de transport, etc., comme Tetra, pour le coup, qui permet aussi, mais Tetra va disparaître. Donc c'est bien, pour moi, c'est bien une évolution positive, ce changement de médium. Et ça ne doit pas remettre en cause la sécurité. Au contraire, ça doit permettre d'augmenter le niveau de sécurité, d'augmenter le niveau de confiance qu'on a dans le réseau. C'est pas parce qu'on change sur quelque chose de nouveau que ça doit être moins bien sûr. Alors oui, j'ai encore digressé, excuse-moi, pour sécuriser les réseaux et les médiums, les nouveaux médiums, bien sûr, il y a des solutions qui existent sur le marché, des solutions qui ont effectivement des différentes normes. Je vous ai dit qu'on aimait bien les normes en cybersécurité ou pas? Parce qu'effectivement, on aime bien les normes, et notamment en crypto. Et effectivement, il existe des solutions de crypto qui sont éprouvées, qui vont vous permettre après de créer des réseaux privés virtuels de VoIP, qui vont vous permettre de partager des clés en cas d'opération de gestion de crise, par exemple, avec d'autres PMR, qui vont vous permettre effectivement de faire de la voix sur IP de manière sécurisée. Donc là, c'est pareil, on pourra organiser peut-être je pense qu'on pourra peut-être organiser un webinaire là-dessus. On en justement, tant qu'on est finalement dans la projection, dans l'innovation, le monde du transport, on entend parler quand même de plus en plus de véhicules autonomes, que ce soit le métro, le train, ou effectivement d'autres médias. Est-ce que c'est futuriste, Yves, ou est-ce qu'on est déjà là-dessus? Est-ce qu'il y a des roadmaps? Est-ce que ça agite un peu vos clients, comme nous, on peut le voir effectivement sur d'autres plaques continentales, où on a l'impression effectivement qu'il y a une accélération sur ces sujets? Comment ça se passe? Oui, alors clairement, ça agite. Alors, déjà, n'oublions pas que les premiers métros automatiques, je crois que le premier, c'était à Lille, et il a été mis en service en 1983. Donc là, on a quand même du retour d'expérience. Bon, c'est un système tel que ceux qu'on a décrits précédemment et qui bénéficie d'infrastructures au sol assez conséquentes. Donc là, l'automatisation et le sans conducteur, il est opérationnel. Et puis, bon, je ne vais pas chercher de chiffres, mais enfin, vu le nez comme ça, il doit au moins y avoir un tiers des métros qui ont été, tout nouveau métro aujourd'hui se construit automatique. Et à Paris, on voit que petit à petit, ligne à ligne, et je dirais qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de la moitié, il doit y avoir à peu près un tiers des métros du monde qui doivent être automatiques. Enfin, je n'ai pas une idée comme ça.
Bon, ensuite, donc le métro, alors, si on va vers les bus, par exemple, voilà. Alors, ensuite, si on passe, tout à fait. Alors, et après, il y a le routier et les trains. Alors, côté routier, donc il y a la navette autonome. Donc, aujourd'hui, on est au stade vraiment de l'expérimentation. Il y a pas mal de grandes villes qui ont fait chacune une expérimentation dans une zone peu dense avec des navettes, des lignes qui font quelques kilomètres, quelques stations, à des endroits où il y a pas trop de véhicules. Et ils sont gérés par un système d'information autonome qui était connecté, qui pour l'instant déconnecté du reste. Donc là, on est au stade de l'expérimentation. Donc dans une, je ne sais pas dire, mais dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça va être opérationnel comme pour le métro, puisque le métro, ça a pris finalement 30 ans. Et puis côté du train, on en parle aussi. Alors là, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'expérience. Enfin, c'est encore moins avancé que dans le routier. Le train, on en parle beaucoup. C'est un des sujets du projet européen, du grand programme européen EuropeStyle qui démarre. Là, ça va être pour les lignes régionales où on sait que économiquement, c'est compliqué. Et un train sans conducteur, mais ne nécessitant pas d'infrastructure au sol, donc utilisant des capteurs, de la vidéo, un peu comme les navettes routières, et ben, peut être une solution pour le maintien de ces petites lignes. Donc voilà, on est à différents niveaux suivant les modes de transport. D'accord. Donc, et donc, d'un point de vue sécurité, Thomas, sur les initiatives dans lesquelles on est déjà partie prenante, j'ai cru comprendre que le point focal pour l'instant, c'était la notion finalement d'homologation d'une certaine manière, puisque, encore une fois, on est dans quelque chose qui est assez critique. Il y a même des nouvelles normes hein, qui sont sorties sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors oui, quand tu dis homologation, effectivement, c'est homologation de sûreté, parce que ce qui est bien dans le domaine du transport, c'est que comme il y a une forte culture de sûreté. Et la sûreté et la sécurité est quand même beaucoup d'atomes crochus. Donc, tout à l'heure, effectivement, quand on parlait d'homologation, c'était plutôt homologation de sûreté. La cyber, elle est prise en compte aujourd'hui sur les initiatives dont parlait Yves, mais elle est prise en compte, je dirais, pour l'instant, en second rideau. Il faudra voir effectivement quand ce sera interconnecté. Je pense que là, il y aura peut-être un peu plus d'appel d'air sur le domaine de la cyber, sur les véhicules autonomes, sur le transport terrestre en tout cas. Par contre, effectivement, dans d'autres domaines du transport, notamment je pense au transport aérien, ça c'est un domaine qui est quand même relativement mûr en termes de cybersécurité et de safety, où on arrive à faire joindre les deux très correctement depuis de nombreuses années. Et ces normes-là, aujourd'hui, donc on parle de DAL, de SAL, voilà, il y a des acronymes dans tous les sens. On aime bien les normes. Et c'est en train de se dériver effectivement en homologation de sécurité également sur les véhicules autonomes aujourd'hui. Il y a quelques normes qui commencent à sortir. Donc, pour votre information, il y a 21 343 qui est sorti, qui est la dérivée de la SAL. C'est une norme aéronautique qui met en œuvre en fait globalement une démarche de cybersécurité. Et bien, surprise, dans cette norme-là, effectivement, on va parler de quoi? On va parler de gestion du risque. On va parler effectivement de méthodologie d'analyse de risque. Alors, dans le domaine aéronautique et dans le domaine spatial aussi, et puis dans le domaine des véhicules autonomes, les méthodologies qu'on utilise en analyse de risque, c'est des méthodologies de type TARA. Mais globalement, c'est la même chose. Les méthodologies d'analyse de risque, il y en a pléthore. C'en est une. Et donc l'idée là, c'est de faire du security by design sur les parties critiques, donc des équivalents de SIIV, mais dans la voiture, pour pouvoir être sûr qu'on ne puisse pas le pirater, du moins que ce soit difficile à pirater. Et notamment, le gros risque que cette norme-là veut couvrir, c'est le risque de piratage de masse d'un réseau de voitures, voilà, je sais pas, toutes les Renault, toutes les Tesla, toutes les Peugeot ensemble. C'est ça aujourd'hui qu'on veut couvrir comme risque au niveau de la cybersécurité. Voilà. Donc il y a pas mal d'avancées effectivement sur le domaine des réglementations. La réglementation. Et c'est normal que ça vienne de l'aéronautique, hein, parce que quand on y pense aujourd'hui, un avion moderne, hein, c'est un gros véhicule autonome. Hein. Il peut voyager quasiment tout seul aujourd'hui, l'avion. Hein. Enfin, les avions modernes, je parle.
Donc voilà. Donc la même démarche hein, de fond, elle est en train, je pense, désolé pour le jeu de mots, d'arriver hein, sur le secteur du transport terrestre aussi. Il va sûrement y avoir effectivement des réglementations, des normes de cyber pour les véhicules autonomes, les trains autonomes, etc., etc. Mais ça, je pense qu'on pourrait quasiment faire un webinaire complet aussi, pareil, sur Alors, ce sujet. effectivement, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Alors, comme le disait Thomas, il s'est compliqué sur 1 heure de rentrer dans les détails de tous ces enjeux. Donc là, on a choisi un certain nombre d'enjeux qui, a priori, vous touchent et des choses, effectivement, qu'on retrouve dans les différents rendez-vous qu'on peut faire régulièrement avec vous et vos confrères. Euh, donc, si vous avez besoin effectivement de creuser sur ces enjeux-là, bien évidemment, on peut refaire soit des réunions tableau blanc, soit des choses peut-être plus détaillées et des réunions plus précises sur ces sujets-là.